Et bienvenue dans cette cinquième émission en direct sur notre page MX Réflexion. Donc comme d'habitude, 19h pétante. Si vous ne faites pas partie des petits vénards qui n'ont pas accès au live, ne vous inquiétez pas, on rediffusera tout ça sur notre chaîne YouTube MX Réflexion, ainsi que notre site internet mxreflexion.com. Avec moi aujourd'hui, il s'entraîne très très dur, il brave les intempéries pour rouler, s'entraîner pour préparer sa saison 2018. C'est Blaise Abadi, comment ça va Blaise? Et ça va très très bien en ce moment, oui exactement. Je brave surtout le canapé. J'ai la forme de mes fesses dans le canapé qui me permet d'être bien confortable. Non, plus sérieusement, j'aimerais bien rouler. C'est vrai que c'est compliqué en ce moment. Donc, on se retrouve ce soir pour parler de pas mal de choses. On va parler de notre invité, on va lui poser pas mal de questions. On va voir ensemble le Supercross US, on va voir un petit peu les courses qu'il y a eu en Europe. Et voilà, beaucoup de sujets hyper intéressants comme d'habitude ce soir. Et ouais, comme d'habitude, et avec nous ce soir un direct un petit peu particulier, puisqu'on va basculer sur le supermoto. C'est un des pilotes français les plus rapides du moment. Il a été 7 fois champion de France, 2 fois champion de Suisse, une fois champion d'Espagne. Je pense qu'il va être champion de toute l'Europe à force de faire tous les pays. 2 fois champion des nations, il ne faut pas l'oublier, notamment en 2017 l'année dernière avec une belle équipe. Plusieurs participations aux X Games. Le grand. Comment ça va, Sylvain? Ça va, impeccable. Je crois que je fais un petit peu comme Blaise en ce moment. On brave les intempéries. Et voilà, par exemple, la journée d'hier, j'ai fait un match de rugby, j'ai fait un peu de biathlon au JO, j'ai fait un petit peu de tout. Donc, assez difficile en ce moment, on va dire. Bon, de toute façon, c'est bien connu, le supermoto, c'est pas physique. Donc, t'as pas besoin de t'entraîner physiquement, toi. Du tout, du tout. Voilà, comme ça on a mis les pieds dans le plat. Nous, NX Réflexion, on parle que de motocross et on t'accueille comme ceci. Pas de problème. Bon, alors Sylvain, toi en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu t'entraînes plutôt en motocross quand tu peux? Tu t'entraînes plutôt en supermotard? Qu'est-ce que tu peux faire du coup? Ben, Nous, en fait, en ce moment, ce qu'on fait sur tous les hivers, en fait, nous, on est hyper tributaire des températures. En fait, le souci qu'il y a, c'est que par rapport au motocross, si tu veux, tu vas avoir tout ce qui va être on n'est pas trop assujetti aux températures qu'il y a ambiantes. Nous, le souci qu'il y a, c'est que, par exemple, quand il fait froid, le bitume, il est pas chaud, donc les pneus n'arrivent pas à monter en température. Et du coup, en fait, tous les réglages que l'on va pouvoir faire avec des conditions actuelles nous serviront à rien du tout pour la suite de la saison. Donc en fait, nous réellement, les premiers essais commencent que à la fin du mois ou début mois de mars. D'accord, très bien. Après toi, par rapport, on va dire, à cette répartition cross-bitume, quand la saison débute, est-ce que tu t'entraînes plus en cross, plus en supermoto? Comment tu gères ça? Non, après moi, vraiment, ce que j'aime depuis le début, voilà, c'est le motocross. C'est là-dedans que j'ai commencé, ainsi de suite. Après, j'ai basculé sur le supermotard à 18 ans. Donc, ça fait 15 ans bientôt que je fais du supermotard. Donc du coup, non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de motocross parce que voilà, déjà, c'est ce qui me plaît. Et puis après, faire des ronds pour cramer juste des pneus sur le bitume, c'est quelque chose qui est un petit peu chiant, on va dire. Donc à moins d'avoir une nouvelle moto comme on a eu l'année dernière, où entre le modèle 2016 et le modèle 2017, c'était vraiment des motos qui étaient totalement différentes, où dans ce cas-là, il fallait tout redévelopper, ainsi de suite, que ce soit au niveau des suspensions, au niveau des cartographies, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, et ainsi de suite, où là, pendant l'hiver, on fait pas mal de roulage sur le bitume. Mais après, sinon, là, par exemple, pour le modèle 2018 est quasiment similaire au 2017. Donc, on va peaufiner deux, trois petites choses, mais ça va pas être énorme, quoi. Moi, j'ai D'accord. une question par rapport à ça, Sylvain. Toi, tu disais, tu as démarré par le motocross. Tu as toujours eu, on dirait, envie de vivre, on va dire, ouais, de la moto complètement. Tu étais une terreur dans l'Aquitaine. Pour le prouver, tu avais une 125 CR. Je pense que vous étiez les deux seuls en France avec Blaise, justement, à avoir des 125 CR. Bon, voilà, tu as dévié vers le supermoto assez rapidement. Tu étais quand même assez jeune. Euh, Pourquoi ça? Pourquoi pas avoir persisté dans le cross? Non, parce qu'après, voilà, je faisais le junior. Et en fait, si tu veux, voilà, le junior, le problème qu'il y a, c'est que c'est un petit peu la période où tu vas voir le gamin, c'est soit il arrive à débaucher sur quelque chose et il peut après aller en Europe, en mondial et ainsi de suite, ou alors ça reste un pilote totalement lambda, pas forcément mauvais, mais quelqu'un qui réussira jamais et qui fera le métier qu'il pourra faire. Et donc, du coup, il y a pas mal de parents qui se saignent, qui mettent une pression qui est phénoménale. Et du coup, c'était quelque chose qui m'avait un petit peu énervé par rapport à ça, où ça m'avait pas mal déçu. Voilà, où des fois, tu vas sur certaines épreuves du junior où tu discutes pas forcément avec
petit peu gavé, et puis je m'étais dit, le jour où je serai vieux, entre parenthèses, je m'étais dit je me mettrais au supermotard. Et puis après 2003, c'était aussi l'époque un petit peu des premiers 450 qu'il y avait aussi, tu vois, CRF qui sortait son premier 4,5. Ouais. Donc c'était une moto qui m'attirait pas mal, le 4 temps par rapport aux 2 temps, et je m'étais toujours dit le jour où j'aurais un 4 temps, ben, je m'achèterais une paire de roues, un frein, et puis c'est parti comme ça. Et Ouais, toi? c'est parti comme ça. Tu t'es fait remarquer, et si je me souviens bien, c'était à Bercy, non? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, moi, j'ai commencé réellement le supermotard. Ben, c'était fin 2003, vraiment le dernier mois de 2003. Enfin, les derniers mois de 2003. J'ai fait une saison complète en 2004, mais quelque chose où, voilà, où à l'époque, il y avait la Honda Cup qui existait, où en fait, on avait tous des motos de série avec les mêmes pneus. C'était une catégorie qui était hyper bridée au niveau de tout. Donc, c'était une catégorie qui coûtait pas cher. Donc, c'était très, très bien. J'avais fait le championnat de France aussi. J'avais fait 10e, voilà, mais sans faire de coups d'éclat ni rien du tout. Et pendant l'hiver, je m'étais entraîné. J'étais arrivé à Bercy. Et en fait, j'avais fait 2 derrière Boris Chambon, devant Giraudot qui venait juste d'être champion du monde, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cette épreuve-là qui m'avait lancé ma carrière. Toi, est-ce que tu penses un crossman, on va dire, peut être bon en supermotard s'il est bon en cross? Non, non, parce qu'après, voilà, c'est-à-dire que tu peux être très bon au niveau de la partie. Un crossman sera forcément bon au niveau de la partie terre, et encore, il sera peut-être pas excellent, puisque il faut savoir que nous, on roule avec des slicks. Donc, c'est-à-dire que l'adhérence, c'est précaire dans tous les cas. Nous, c'est-à-dire que c'est pas les grands coups d'embrayage et ainsi de suite. Nous, on oublie, puisque sinon, on chope pas de grippe ni quoi que ce soit dans la terre. Donc après, c'est pas forcément un très bon pilote de cross va être forcément excellent en supermotard, ça c'est clair et net. Et après, il y a la partie bitume aussi où il faut arriver à pouvoir faire confiance au niveau des pneumatiques dans les courbes, ainsi de suite, puisque là, ben, on n'a rien qui nous cale les roues, quoi. Ouais, pendant qu'on parle de ça, je me souviens quand tu étais. Ah, on a été coupé. C'est les inconvénients du direct. Je sais pas si vous m'entendez encore. C'est bon? Là, on n'a pas entendu ta question là, Nico. Tu vas pouvoir la reposer là. D'accord, on recommence, on repart. Allez, vas-y. Alors, du coup, ma question c'était tu as fait les X Games aux États-Unis, des gars comme Chad Reed, Pastrana, Ward étaient présents. Qu'est-ce qui leur manquait pour être bon en supermoto alors que c'était des terreurs en motocross? Ben, après, voilà, comme je te répondais, tu avais un mec comme James Stewart la dernière année où il y a eu lieu les X Games qui était avec nous. Donc, tu vois, il nous massacrait terrible dans la partie terre. Par contre, au niveau du bitume, ben, il avait pas de vitesse, ainsi de suite. Alors après, c'est un mec, voilà, on parle quand même d'un des meilleurs mondiaux qui existent sur la planète. Et puis, c'était l'époque en 2009 où c'était toujours un tueur. Donc, du coup, avec un petit peu plus de roulage, il aurait pu être vraiment très très bon. Mais voilà, mais c'est le complément des deux parties qui permet d'être rapide en supermoto. D'accord. Après, par rapport au fait de vivre du supermotard, est-ce qu'à l'heure actuelle, on va dire en 2018, tu penses que c'est plus facile de vivre du supermotard, du motocross ou de l'enduro? Est-ce que le supermotard a, on va dire, le vent en poupe en ce moment ou pas? Bah, après, nous le souci qu'il y a, c'est que en fait, en supermotard, on a eu, comment ça s'appelle? On a eu déjà le championnat du monde qui s'est cassé la gueule petit à petit avec comment ça s'appelle? Avec des différents promoteurs qui étaient pas forcément très compétents là-dedans. En plus, on a eu Alain Blanchard qui s'occupait exceptionnellement bien du supermotard et qui était parti en 2009. Donc du coup, le souci que l'on a, c'est c'est la fédération qui s'est occupée de la promotion du supermotard, par exemple en championnat de France. Et du coup, voilà, la fédé, c'est la fédé, et les promoteurs, c'est vraiment deux métiers qui sont différents, sans vouloir critiquer les gens de la fédé ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment deux choses qui sont bien distinctes. Et pour moi, je pense que c'est ce qui nous a manqué au niveau du championnat de France, c'est un promoteur. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça avait vraiment de la gueule au début, le supermoto, ils avaient vraiment le vent en poupe. Je pense que les partenaires étaient très contents de venir sur les circuits parce que, comparé au motocross, disons qu'un partenaire, quand il va sur une piste de supermoto, déjà il y a les pieds au sec, il n'y a pas des gars qui lavent leur moto avec les Karcher autour des fourgons et tout ça. Moi, je trouve que ça avait une très très bonne image. Et toi, selon toi, c'est quoi qui a fait que ça a flanché un petit peu, quoi?
Bah, C'est justement la ah, Fédé ou il y a autre chose? non, 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 c'est pas du tout la Fédé, c'est pas du tout la Fédé. C'est après, c'est vraiment, tu vois, par exemple, il y a quelque chose aussi où moi je me suis mis au super motard parce que il y a quelques années, je voyais les courses qui étaient sur Motors TV et ainsi de suite. Donc, si tu veux, c'était quelque chose qui me faisait rêver. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus personne qui promouvoit cette discipline. Donc forcément, le souci qu'il y a, c'est que on ne passe plus à la télé. Donc déjà, aujourd'hui, il n'y a rien qui est là pour pouvoir attirer les jeunes qui ont 15-16 ans. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un point qui est vraiment négatif. D'accord, la télé, ouais, c'est sûr, il y a la télé. Après, est-ce que, comme en motocross, un championnat de France élite, ça marche pas mal sur Facebook, ils font un bon boulot sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'un super moto, ils essaient de faire la même chose ou pas du tout? Non, on voit rien. Non, 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 sur Facebook et ainsi de suite, il n'y a rien. Après, alors voilà, ça c'est quelque chose qui est très mauvais pour la discipline, c'est que voilà, il y a pas réellement quelque chose qui fait que, il y a une grosse communication autour de Facebook et ainsi de suite. Par contre, malheureusement, c'est un tort pour toute la discipline. Par contre, c'est un gros avantage pour mon team, le team Lucan, puisqu'en fait, nous, ça fait maintenant 6 ou 7 ans à peu près que l'on communique énormément autour de vidéos après chaque épreuve. On essaye de faire des vidéos qui sortent de l'ordinaire. Justement, la discipline du supermotard, c'est quelque chose que tu peux faire sur tous les terrains. C'est-à-dire tu peux rouler aussi bien sur le bitume que sur la terre. Donc du coup, on essaye vraiment de promouvoir notre discipline et l'image du team autour de certaines vidéos. Et on en a plusieurs qui dépassent les 3-4 millions de vues sur YouTube. Donc c'est quelque chose qui est pas mal. Oui, c'est vrai que par rapport à Ouais, ça, vous faites des vidéos de qualité, c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment ça qui pousse la discipline vers le haut, qui pousse à ce que le public s'élargisse et soit vu par un maximum de personnes qui à la base n'étaient pas forcément intéressées par la moto. Tout à fait, tout à fait. Après, quand je vois que des fois, il y a certains gamins sur des championnats de France qui viennent faire des photos avec moi, alors qu'à côté de ça, tu as Thomas Charrer c'est voilà, c'est ce qu'il y a de mieux actuellement, c'est ce qu'il y a de mieux depuis toujours. Voilà, le mec, il a 6 titres de champion du monde et voilà, c'est un tueur et ainsi de suite. Et à côté de ça, voilà, il y a des gamins de 15 ans qui préfèrent faire des photos avec moi qu'avec Thomas. Voilà, Ouais, parce que en gros, je suis un youtubeur, quoi. voilà, mais ça ouais, c'est pas apporte. mal ça. Du coup, j'ai une petite question. Les réseaux sociaux, bon, nous, on se développe pas mal avec ça. Toi, en tant que professionnel dans la moto, est-ce que tu penses que c'est important pour avoir des sponsors, pour attirer des sponsors? Alors, je sais pas si toi, tu es très actif sur Facebook ou d'autres trucs. Bon, tu disais YouTube. Sur Facebook, pas trop, je pense, parce qu'on a eu du mal à te trouver. Non, mais voilà, non, moi après, effectivement, moi j'ai un gros souci. Bon, déjà, j'ai 33 ans, donc déjà, la page YouTube, moi je l'ai pris un petit peu, ou voilà, ou Facebook, je l'ai pris un petit peu trop tard. Et puis c'est quelque chose, voilà, moi je m'en suis jamais occupé parce que j'ai toujours eu le team depuis 2009. Voilà, je roule dans la même structure, ils se sont toujours occupés de ça pour moi. Et malheureusement, les années d'avant, 2006, 2007, 2008, il y avait là toujours la télé qui s'occupait de faire toute ma communication et ainsi de suite. Donc, si tu veux, ça c'est quelque chose, ma propre communication, j'ai jamais eu à la faire puisque j'ai toujours eu des tierces personnes ou des tiers médias qui sont toujours occupés de ça pour moi. Donc ça c'est le gros avantage que j'ai eu puisque de toute façon malheureusement mais moi et les ordinateurs Surpris chez toi. je suis de ma compile. Et du coup, toi, Sylvain, on sait que tu as fait du cross. Bon, on a roulé ensemble, du coup, en cross. Tu es passé au super motard. Et est-ce que tu envisages, toi, dans le futur, de rouler un petit peu en piste, de faire quelques courses sur on va dire, avec des routières, quoi? Non, non, après voilà, moi aujourd'hui, de toute façon, faire des courses autres que super motard, pour moi, c'est quelque chose qui est compliqué. Par exemple, j'aime des choses, certaines fois, j'aimerais beaucoup aller faire quelques courses, tu vois, de cross, de la ligue, ainsi de suite. Le souci qu'il y a, c'est que j'ai des partenaires qui sont derrière moi pour faire des courses de super motard. Donc, si demain, j'appelle par exemple Honda France ou n'importe qui pour leur dire, ben voilà, je me suis massacré sur un départ de ligue, ils vont faire plus que la gueule. Donc, si tu veux, aujourd'hui, c'est quelque chose, moi, faire des courses autres que de super motard, c'est entre guillemets quasiment impossible. Par contre, voilà, tous les week-ends, j'essaie d'aller rouler en cross, bon, sauf ces derniers temps où la météo ne nous le permet pas beaucoup. Mais voilà, mais après, je vais aller faire du trial, je vais aller faire de l'enduro, je vais aller faire de la vitesse. C'est vraiment la moto qui me passionne, c'est pas qu'une discipline, quoi. Donc, j'essaye toujours de faire beaucoup de disciplines parce qu'il y a toujours à prendre d'une certaine discipline pour justement, moi, au final. D'accord. Et toi, par rapport à ça, tu te vois comment plus tard?
dans le monde de la moto ou pas dans le monde de la moto? Est-ce que tu te vois en reconversion dans la moto ou à l'extérieur plutôt? Pas du tout, pas du tout. Voilà, moi aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai ma reconversion, elle est faite puisque voilà, j'ai repris la société de mes parents avec mon frère. Donc, si tu veux, c'est quelque chose où voilà, moi ma reconversion, elle est vraiment en dehors de la moto. Et même sans ça, c'est quelque chose que j'aurais pas fait la moto. Si tu veux, c'est un milieu qui est quand même particulier. C'est-à-dire que si tout va bien, ben t'es le plus beau, t'es le plus gentil, t'es le plus fort. Par contre, si derrière tu commences à te blesser, tu commences à plus faire de résultats, tu n'existes plus. Voilà, donc en fait, le milieu de la moto, c'est quelque chose qui est particulier puisque généralement on t'apprécie pour ce que tu fais, non pour ce que tu es. Ceci dit, ce qui est normal puisqu'il y a certaines personnes qui investissent beaucoup d'argent sur quelqu'un et c'est pas juste parce que c'est une personne qui est gentille, c'est juste parce que voilà, il faut communiquer autour de la marque et voilà, donc c'est un milieu qui est quand même assez particulier, on va dire. Et voilà, j'aime beaucoup faire ça parce que j'aime la moto. C'est ce que j'ai fait depuis que j'ai 3 ans et demi. Donc, ça va bientôt faire 30 ans que je fais de la moto. Mais après, par contre, une reconversion dans ce milieu-là, c'est pas quelque chose que j'aurais aimé faire. Après, on a vu un gars comme Romain Fèvre qui est passé par la case Supermoto. Ce gars-là, il était comment en Supermoto? Il était très bon. Il était très très bon. Après voilà, il a fait un petit peu quelques épreuves du championnat de France. Petit souci, encore une fois. On va. Euh, Sylvain, on t'a pas trop attendu. Tu vas pouvoir reprendre. Il y a une petite coupure. Tu parlais de Romain Fèvre, alors je ne sais pas Ouais, si ça avait coupé là-dessus. ouais, ça Comme avait je coupé disais, sur il a ça. fait quelques épreuves, il a fait 1 ou 2 saisons en championnat de France en 450 avec nous. Donc après, c'était un très bon pilote. Il rivalisait avec nous, mais pas forcément sur toutes les épreuves. Après, quand il était meilleur, il est parti ensuite pardon, parce qu'il avait avec Suzuki Allemagne et ainsi de suite. Mais voilà, mais c'était quelqu'un qui était très bon, mais de là à dire qu'il aurait pu rivaliser avec un mec comme Thomas Charret, j'en suis pas certain. Donc tu vois, par exemple, il a réussi à obtenir un titre de champion du monde en motocross, mais je suis pas certain qu'il aurait réussi à l'avoir en supermotard. D'accord, très bien. Après, voilà, oui, c'est vrai que ce sont des disciplines différentes. Il faut trouver le coup dans chaque discipline. Et voilà. Et le fait d'être un champion du monde ou le fait d'être surtitré, ça implique pas mal de choses, pas mal de facteurs qui doivent être certainement différents en supermoto qu'en cross. Et c'est vrai qu'il faut tout imbriquer l'un dans l'autre pour obtenir à la fin ces titres-là. Donc c'est vrai que c'est difficilement comparable, on va dire. Bien sûr, non, mais par pour moi, une chose qui est sûre, c'est qu'il ait pu se mettre sur une autre discipline, ainsi de suite. Moi, je suis certain que c'est quelque chose qui lui a fait du bien pour le motocross. Découvrir d'autres disciplines, je pense que un des soucis qu'il y a pour pas mal de pilotes, alors, c'est toute catégorie confondue, mais généralement, un pilote de cross va faire que du cross, un pilote de vitesse va faire que de la vitesse, et ainsi de suite. Je pense que d'essayer de découvrir d'autres disciplines permet justement de pouvoir acquérir une certaine expérience par rapport à telle ou telle spécificité de la discipline et au final te faire progresser dans ta propre discipline. Ouais, moi je vois Thierry Van Den Bosch, quand on prend son exemple, c'était pareil, une terreur en supermoto. Il a enfilé les titres comme des perles. On le voyait quand même beaucoup s'entraîner en motocross et même en supercross, où des fois il sortait même sa moto de supermoto pour rouler en supercross. Bien sûr. Mais voilà, après nous, de toute façon, comme je te disais, déjà, il est difficile pour nous de s'entraîner en supermotard puisque de toute façon, on est obligé d'aller sur des pistes de karting et sachant que toutes les pistes de karting ne nous acceptent pas, déjà c'est compliqué. Donc on est obligé de voir d'autres disciplines et forcément d'aller goûter un petit peu au cross, d'aller goûter un petit peu à la vitesse et ainsi de suite. C'est quelque chose qui au final nous fait énormément de bien pour notre discipline. Tout comme de faire du trial, c'est des choses où voilà, même si c'est quelque chose où on roule à 2 à l'heure en trial et ainsi de suite, déjà ne serait-ce que de comprendre comment tu fais pour attraper le grip et ainsi de suite en trial te permet de faire d'autres choses pour ta discipline perso, quoi. D'accord. Alors toi, Sylvain, on sait que bon, tu as réussi bien sûr à atteindre le haut niveau en supermotard. Quelles sont d'après toi les choses les plus difficiles pour atteindre justement ce haut niveau? Quelles ont été pour toi justement les choses les plus difficiles? Ben ça, tu peux prendre n'importe quel sportif de haut niveau, c'est l'entraînement. De toute façon, après, voilà, c'est comme c'est d'actualité dans notre région actuellement, Blaise.
il y a que la pluie qui tombe du ciel. Donc, c'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose, il faut que tu y ailles. C'est-à-dire que voilà, c'est qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tu as un certain programme à suivre et tu es obligé de le faire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des fois, c'est arriver à se remettre en question, et ainsi de suite, à chaque fois pour justement aller au bout de tes rêves. Donc, pour moi, je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles, c'est-à-dire que c'est tous les jours se dire, allez, il faut que j'y aille, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça, parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie d'y aller, mais voilà, il y a des gens qui misent sur toi, ou toi-même, tu as envie de te dire, bon, ben voilà, si je veux y arriver, de toute façon, j'ai pas le choix. Et ça, tu peux prendre n'importe quelle discipline, et ainsi de suite, c'est la même pour tous, c'est-à-dire que voilà, tous les matins, je me levais, je me disais, ben voilà, je suis heureux, aujourd'hui, j'ai que de la moto à penser, et je suis pas à me dire, merde, est-ce qu'il faut que j'aille à l'usine, est-ce qu'il faut que j'aille chercher un boulot, ou quoi que ce soit. Non, tous les jours, je me levais, j'allais faire de la moto, ou j'allais faire de la course à pied, ou j'allais faire du vélo, mais c'était pareil, dans le but de se dire, voilà, c'est pour au final faire de la moto. Voilà, mais c'est... Oui, vas-y. Toi, pour progresser, pour gravir les étapes, est-ce que tu avais un programme type? Ou est-ce qu'au fur et à mesure, tu faisais plutôt au plaisir? Après, moi, j'essaie vraiment de faire beaucoup, c'est à me faire plaisir. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait une certaine période où la course à pied, c'était quelque chose qui me sortait par les yeux. Donc, par exemple, travailler, puis je vais aller plus compenser ça pour aller faire en faisant des longues sorties de vélo de route ou en allant jouer au squash, tu vois, pour essayer de faire justement certaines choses. Voilà. Donc c'était plein de choses où j'essayais toujours de un petit peu changer pour pas rester dans la routine, faire toujours le même circuit, et ainsi de suite, tu vois, de changer un petit peu. Mais par contre, j'étais tous les jours, voilà, à faire justement pour essayer de, voilà, d'arriver à mes fins. Tu avais de l'aide pour bâtir ce programme ou tu faisais plutôt au feeling vraiment, c'est toi qui t'étais fait ça en début de saison ou tu corrigeais ça en fonction des envies, en fonction de la météo? Comment tu fonctionnais? Non. Après, la grosse chance que j'ai, c'est que dans le même village où je suis, en fait, j'ai un kiné qui est très expérimenté. C'est un mec qui a fait partie, qui s'occupait pour les plus anciens qui vont connaître, de Jean Galfione par exemple, qui était en équipe de France d'athlétisme. Donc c'est un mec voilà, qui était toujours, qui est de mon village, donc qui déjà sait ce que c'est être sportif, ainsi de suite. Après c'est un mec qui a toujours aimé les sports mécaniques, donc par exemple qui a suivi des voitures au niveau des 24 heures du Mans, ainsi de suite. Et en fait c'est une personne qui s'est pris d'amitié pour moi et qui m'a toujours suivi. Donc c'est-à-dire que ça va bientôt faire 10 ou 11 ans qui bénévolement me suit et voilà par exemple encore aujourd'hui quand il faut aller courir il n'y a que par temps d'orage où j'ai pas le droit de louper un entraînement et il est avec moi, il est avec son chrono, qu'il pleuve, s'il pleut, par exemple il a son poncho, il a 66-67 ans et il est avec moi. Donc si tu veux c'est une personne, ne serait-ce que par respect pour lui, je suis obligé de me donner à 100% parce que lui il a rien gagné en m'aidant. Il a justement juste à perdre du temps. Donc, si tu veux, voilà, j'ai eu la chance aussi de pouvoir compter sur des personnes comme ça. Ouais, parfait. Du coup, toi, par rapport à ça, je rebondis rapidement. Quelqu'un qui veut commencer le supermotard, on va dire un total débutant, toi, tu lui conseillerais quoi? Tu lui conseillerais de commencer par le cross, de commencer par le supermotard? Tu lui conseillerais Est-ce qu'il y aurait des erreurs à éviter? Toi, si tu devais revenir en arrière, est-ce qu'il y aurait des choses que tu modifierais? J'irai moins se rouler avec toi, comme ça j'aurai de meilleurs exemples. C'est moi qui te faisais peur à l'époque, c'est pour ça. C'est pas cool de dire ça, Jordan, c'est le roi du tuto. Quoi. J'ai tellement fait peur que t'es passé au supermotard après. Quoique ceci dit, au moins à chaque fois de pouvoir faire certaines choses, je me disais, mais c'est surtout pas ce qu'il faut faire, donc en fait, non, tu m'as servi d'exemple, donc c'est bien. Non. Trêve de plaisanterie. Non, après, non. Moi aujourd'hui je peux prendre tout ce que j'ai fait au niveau de la moto, j'ai rien à regretter. La seule chose que je regrette, tu vois, c'est-à-dire que quand je faisais du cross, j'étais tellement persuadé quand j'avais 14, 15 ans, j'étais tellement sûr de mon truc que je faisais la discipline reine, que pour moi aller faire de l'enduro c'était quelque chose qui me servait à rien, que pour moi aller faire du trial c'était quelque chose qui me servait à rien, que d'aller faire de la vitesse c'était quelque chose qui me servait à rien. Donc tu vois par exemple, je reviendrai en arrière, j'essaierai de faire beaucoup plus
d'autres disciplines beaucoup plus jeunes, tu vois, de m'ouvrir à plein de choses et au final, voilà, c'est de faire plein de choses qui permet de découvrir certaines choses. Donc ça, c'est quelque chose que je ferais différemment. Mais après, non, tu vois, j'ai fait jusqu'à l'âge de mes 18 ans, j'ai roulé en cross et voilà, je le regrette pas du tout. Et non, le motocross m'a énormément servi. Ceci dit, tu regardes maintenant des mecs qui ont commencé par le supermotard, il n'y en a pas, sachant que tu as des mecs comme Scharer, tu as des mecs comme Laurent Fatz, et tu peux choisir dans n'importe quel pays, tout le monde roule en cross. Donc déjà, la base, c'est tu commences par le cross. D'accord. Donc dans Voilà. tous les cas, voilà, ça serait commencer par le cross. Après, c'est vrai Ouais. que dans cette discipline, ce que je trouve bizarre, c'est que personne ne commence par le supermotard. Donc je me dis, si quelqu'un commence dès l'âge de 4, 5 ans par le supermotard, peut-être qu'il sera beaucoup plus doué que les autres. Alors c'est... Non, le problème qu'il y a, c'est que déjà, alors l'année dernière, déjà la FFM a fait un gros effort, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert la catégorie aux 80, aux Ah, bien ça. 85, pardon. Donc c'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, tu peux commencer le supermotard à l'âge de 11 ans. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui est top. Avant, il fallait que tu attendes d'avoir le 125 et du coup, c'était 14 ans. Donc déjà, c'est quelque chose où c'est beaucoup plus tardif. Maintenant, il y a un petit effort qui a été fait par rapport à ça où on peut commencer en 85. Donc c'est quelque chose déjà qui est très bien. Mais après, avant ça, malheureusement, tu peux rouler, mais tu t'entraînes entre guillemets pour rien. Ouais, exactement. Oui, oui, s'il n'y a pas de course au final, puis il n'y a pas il y a pas l'émulation, il manque un petit peu de choses quand même. Ça sert pas à grand-chose. Bon, très bien, mais on parlait de varier les plaisirs. Je vous propose de parler un petit peu du Supercross US. Je pense que Blaise, on a posé toutes nos questions à Sylvain, puis bon, on pourra y revenir tout au long du show, il n'y a pas de souci. Oui, après, Sylvain, tu regardes un petit peu, t'as pas quitté le monde du motocross ni du Supercross quand même. Non, non, moi j'ai pas quitté le monde du motocross, ni du supercross, ni en fait j'ai jamais quitté le monde de tout ce qu'il y a de roues et en moteur. juste une chose, on n'a pas pris les questions de ceux qui nous suivent. Donc si vous avez des questions pour Sylvain Bidard, à la limite, vous pouvez les poser et j'essaie de répondre à la majorité, on va dire. Très bien, merci Blaise pour cette petite transition. Bah oui, quand même. Transition, vous marquerez nos petits t-shirts CBO, c'est un nouveau partenaire qui vient d'arriver à bord du MX Réflexion Show en live. Voilà, n'hésitez pas à aller visiter cboparts.com si vous avez une Husqvarna, vous y trouverez toutes les pièces d'Husqvarna et bon, même d'une marque orange autrichienne, puisque c'est sensiblement les mêmes motos. Voilà, vous trouverez tout ça sur son site www.cboparts.com. Et voilà, moi je propose de passer au Supercross US qui se passait à San Diego ce week-end où c'était le quartier de Gaslamp. Blaise, je sais pas si tu te souviens, on y avait déjà été. Peut-être Sylvain y a déjà été aussi, tu as déjà été pas mal à Los Angeles. San Diego, t'es Ouais. peut-être pas descendu aussi bas toi. Si, parce qu'en fait, moi la première année où j'ai fait les X-Games, en fait, c'est l'importateur Husqvarna qui m'avait invité qui était de San Diego. Donc j'ai eu l'occasion d'y être. Voilà, j'ai pas roulé par là-bas, mais je suis allé à San Diego, ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer de la guitare avec des clochards? Parce que Blaise a eu l'occasion, c'est déjà fait. Non, 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 non. Tout ce Non, qui est musicos, je suis très mauvais. non, mais moi je suis pas très très bon non plus, mais bon, c'était 1h30 du matin, 2 heures à peu près, c'était pas. Il a dit, C'était il a le, plus de talent en guitare qu'en moto, crois-moi. c'était le Hors décalage contexte. horaire. Voilà, hors C'est contexte, ça. on était dans le décalage horaire. Bon, Ouais. bon sinon on peut revenir au Supercross. Ouais, S'il vous plaît. au niveau du Supercross, bon, on a vu déjà, genre, on va parler des finales juste, la priorité, Ouais. on va dire. Au niveau des finales, on a vu un gros crash au départ, on a vu une grosse chute, et on voit que ben, les leaders ont eu quand même pas mal de chance. Enfin, on va dire pas les leaders, le leader, Anderson, qui a réussi à Ouais. éviter ça. Et c'est vrai que ben, quand on voit que quelqu'un est au sommet, ben, il a quand même ce petit grain de chance qui le pousse quand même à rester au sommet, on va dire. Ouais, moi, je pense que la confiance, ça joue beaucoup. En fait, quand tu es en pleine confiance, que tu sais que tu es le meilleur, ben, tu as la chance qui va avec. Hein. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, Sylvain, mais c'est souvent comme ça quand même. Après, de toute façon, une saison, voilà, il y a toujours tout qui rentre en compte. Il y a la vitesse, il y a le facteur chance, il y a tout qui rentre en jeu. Après voilà, Anderson, il est en train de prouver à tout le monde, voilà, en gagnant 3 courses sur 6, que c'est un petit peu l'homme à battre de ce début de saison. Et voilà, et lui, de toute façon, actuellement, il a le moral qui est gonflé à bloc, donc c'est quelque chose qui est très très bien pour lui. Ceci dit, c'est à la fin de l'année qu'on compte les points, quoi. Ouais, par contre, Ouais, ouais. par rapport à ce moral gonflé à bloc, moi je trouve que justement les personnes qui ont le moral qui est au plus haut comme ça sont les personnes qui ont le plus de chance. Et je pense que l'un est lié avec l'autre dans un départ, dans tous les cas. Le choix que l'on fait
a un impact au final. Et lui, il a dû faire peut-être un choix d'un dixième de seconde, d'un centième de seconde, qui a fait qu'il n'était pas dans la chute. Alors, une chute collective, ça arrive, mais là, il n'y était pas. Et c'est sûr que ça l'a aidé et ça va l'aider énormément pour la suite du championnat, on va dire. Ouais, puis en plus de ça, ça s'est super bien goupillé pour lui derrière. Il avait Silly en ligne de mire. Je pense que Silly, il l'a battu 250 000 fois. Pour le titre en 2,5, c'était son chat noir. Donc je pense que mentalement, là, il s'est dit, bon, ce soir, c'est pour moi, il pourra rien m'arriver, quoi. Oui, en plus, Silly, on voit qu'il a fait une bonne moitié de course. La première moitié de course était excellente pour lui. Et puis après, je sais pas quel problème il a eu, soit un problème mental, soit un problème physique. Il a beaucoup baissé. Alors, est-ce qu'il a baissé les bras ou est-ce qu'il a baissé physiquement? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on voit en fait que des pilotes comme Anderson, comme Marvin Musquin, ont été habitués à le battre. Et je pense qu'il a encore ce petit complexe d'infériorité quand il est en bataille avec eux. Alors, je sais pas ce que tu en penses, toi, Sylvain. Ouais, après c'est difficile parce que c'est vrai qu'il a le rythme, il a prouvé quand même sur pas mal d'épreuves où il a le rythme pour gagner des courses. Il y a qu'à voir à Anaheim quand il y avait les trois manches qui étaient disputées, il était à deux doigts de la gagner quand même. Donc c'est un mec, je pense il a vraiment le niveau. Après c'est vrai que est-ce que c'est un manque de physique? Ça m'étonnerait parce que bon, il est quand même chez American Honda, donc le but du jeu c'est quand même d'aller s'entraîner physiquement pour faire une manche de A à Z pardon, à fond. Après, ouais, c'est difficile de voir cette baisse de niveau. Alors, est-ce que c'est les autres qui arrivent à être très très forts et arriver à mettre un coup de collier sur la fin et être encore plus vite? C'est difficile à voir depuis la télévision, Mais quoi. justement, cette baisse j'ai l'impression que c'est la même baisse qu'il y a quand on roule ensemble tous les deux, Sylvain, et quand je te mets 1 ou 2 secondes de chrono, tu vois. C'est- ça me fait penser un petit peu à ça. On, La réplique on du doit, berger à la bergère. on doit pas avoir le même chrono alors parce que je l'ai jamais vu encore ça. Non, parce que c'est bizarre qu'avec un 2,5, tu prennes autant sur un même circuit avec ton 4,50 quand même. Il doit y avoir quelque chose. C'est, je te vois rarement sur une piste, tu le sais très bien. Par contre, toi, tu me vois souvent apparemment. Ouais, Retour en Supercross. Mais Sylvain, retour sur toi-même d'ailleurs, parce que toi qui as été une superstar en moto, j'ai une petite question. Est-ce que quand on est une superstar, on peut se permettre de porter n'importe quoi, comme on a pu le voir avec Marvin Musquin et Aaron Plessinger qui avaient une tenue avec des chats dessus, ou mettre des chats sur son casque? Moi, je peux te promettre que si je fais ça dans ma région, mes potes, je suis obligé de déménager. ah ouais. Moi, je peux Ça c'est être obligé de déménager. ça, c'est sûr. Je pense que tu peux te le permettre que quand tu es une méga star aux États-Unis. Après, sinon, je pense que même en championnat de France élite, tu peux pas te le permettre. C'est sûr. Bon, après, toi, tu t'en fous, tu mets du cuir. Que ce soit en soirée ou en super moto, tu mets toujours du cuir, toi. Exactement, exactement. Mais justement, l'avantage du cuir, c'est que même si tu prends un peu de poids pendant l'hiver, il gagne tout, donc t'as pas l'impression d'avoir grossi. C'est pas mal. Voici. Bon, et comment ne pas parler aussi, bon, le sujet est brûlant, là, tout le monde en parle, on voit des vidéos circuler sur Facebook, c'est Roxane un peu trop agressif sur le web, ou plutôt même sur la poignée de gas. Il a eu quand même eu chaud pour son bras, parce que enfin, c'est très rare de passer le bras entre le bras oscillant et la roue. Là, il aurait pu se le faire déchiqueter complètement. Alors, on aurait dit qu'il était un peu en perdition. Il a voulu rendre la monnaie de sa pièce à Webb, avec qui il avait eu quelques différends aussi à Anaheim 1. Je m'en souviens. Donc là, je pense qu'il était énervé, il était vexé, il était un peu piqué au vif. Et il a voulu tout donner. Je sais pas si physiquement il était au point. Et du coup, là, il a tout lâché, mais un peu trop. Ça s'est mal goupillé pour lui, du coup. Ouais, après, il a pas de cul non plus, parce que c'est vrai que bon, je pense que ouais, un petit peu vexé de se faire bloc passer comme ça avant les hoops. Après, il revient, mais là où il a pas de chance, c'est qu'au final, le virage, il le prend. Il y a une espèce d'ornière qui lui a refilé le grip, et d'un coup, la moto, elle s'est envolée. Donc, au niveau de la chute, pour moi, voilà, il fait une erreur. De toute façon, ça c'est clair et net. Après, il a pas de cul le bras qui passe comme ça dans la roue, c'est incroyable. Et Ah, puis là, c'est surtout, vraiment pas de chance, encore un hein. bras, quoi. Encore un Là, bras. Donc, tu te dis, le pauvre, fait, c'est un truc de fou, quoi. Il faut qu'il fasse comment avec ses bras, quoi. Ouais, là, ouais, enfin, c'est vraiment pas de chance, tout simplement. Je pense que, et encore, il s'en sort bien, voilà, il a juste une fracture de l'avant-bras métacarpe, il va se faire opérer vendredi, et bon. Je sais pas s'il va revenir en Supercross, je pense que oui, il aura le temps de revenir.
Sinon, il visera le titre en outdoor, hein. Ça sera l'objectif pour lui. Et là, la chance qu'il a eu aussi, c'est que ça soit pas son bras de l'année dernière, parce que là, sinon, là, il pouvait dire stop à sa carrière moto, à mon Ouais, avis. c'est possible aussi, ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça. Dans sa malchance, on va dire qu'il a eu un petit peu de chance quand même. Donc bon, voilà. Ouais, Ah, bah, en 4,5 aussi, qu'est-ce qu'on a vu de sympa? Moi, je me suis régalé à regarder les 4,5. Il y ouais, au avait départ, au départ, on avait. Barcia, j'étais un petit peu déçu qu'il recule, mais en fait, j'ai entendu dire qu'il avait eu un problème au frein arrière. Donc, j'ai eu peur que ce soit mental, physique. En fait, non, pas du tout, c'est un problème mécanique. D'accord, ouais. Bon, ça, je savais pas non plus, mais c'est vrai qu'on l'a vu reculer tranquillement. Alors voilà, moi, je me posais la question aussi parce que c'est le style de pilote d'habitude qui part mal et qui remonte, et là, ça fait bizarre Ouais. de le voir partir pas trop mal et de le voir redescendre dans le classement. Donc c'est vrai, Ah, ça. il a quand même sauvé quelques points, mais c'est vrai qu'il a pas mal reculé. Là, je vois qu'il est second au championnat derrière Anderson. Il a presque 30 points de retard. Oui, déjà. Ça va être compliqué. Oui, déjà, Anderson est bien parti, mais on voit que même s'il loupe une épreuve, il reste quand même champion, donc, enfin, en tête, pas champion. Ouais, ouais, c'est Oui. clair. Donc c'est quand même pas mal pour Après, lui. pour Anderson, moi, ce que je ferais, c'est que j'embaucherais de suite Ryan Dungey pour qu'il lui explique comment on gère un championnat aussi, quoi. Ouais, ouais, mais on Parce voit, que, on voit quand même qu'il a pris de la maturité quand même par rapport aux oui, années oui, précédentes. oui. Donc Non, c'est non, mais plutôt c'est positif. certain. Mais ceci dit, aujourd'hui, il est dans une optique où voilà, pour lui, il peut vraiment gérer commencer à gérer le championnat et se dire, bon, ben voilà, je peux pas gagner, c'est pas grave, je fais deux. Comme a fait de toute façon un mec comme Dungey l'année dernière, où Thomas a gagné plus d'épreuves, mais au final, c'est Dungey qui est champion. Oui, exactement. Après, contrairement à l'époque de Dungey, j'ai l'impression que quand même les jeunes, on va dire que ce sont des jeunes, ils sont plus agressifs, quoi. Dungey, c'était vrai. Dungey et Villopoto sur les deux dernières générations ont toujours eu que des amis, on va dire, en piste, très respectueux les uns envers les autres et tout ça. Là, j'ai l'impression que le fait que les portes soient beaucoup plus ouvertes, tout le monde s'est dit non, mais là, c'est moi le champion. Et on voit un peu plus de spectacle en 4,5, j'ai l'impression. Ouais. Après, est-ce qu'aussi il n'y avait pas des mecs comme Villopoto ou Dungey qui n'étaient pas à une certaine époque supérieurs aux autres? Et donc, dans ce cas-là, ben, tu es supérieur, tu peux aussi te permettre de rouler beaucoup plus cool, quoi. Après, Mm. forcément, si t'es en bagarre, comment ça se passe, quoi? Ouais, Ouais. là, le niveau est certainement plus homogène. Oui, mais Voilà. là, on voit que tout le monde veut tirer son épingle du jeu et du coup, tout le monde devient agressif. On voit même Marvin qui commence à mettre des blocs passes, alors que Ouais. c'était vraiment pas dans ses habitudes. Et quand il en a pris un le week-end dernier, ben, il se dit, attends, là, je vais pas, je vais pas, je vais rendre la, enfin, je vais me faire plus agressif moi aussi pour être dans les avant-postes. Parce qu'entre Anderson, Tomac, qui est aussi quand même assez agressif, on a Barcia, Marchand. voilà, on va dire que dans les 10 premiers, il y en a quand même pas mal qui osent pas venir qui osent venir au contact. Après, les deux qui sont un petit peu. Bah, celui qui est très très gentil, ça reste Silly quand même. Oui, très, Ouais, très. ouais, Lui, c'est vrai. pauvrine, fait, t'as même envie de lui dire, mais vas-y, il fait un call-en un à un moment donné, quoi, un vrai, quoi, que tu montres un peu que tu sais les faire, quoi. Et Ouais. après, il y a Marvin, ouais, voilà, c'est vrai que il y a pas ce week-end, mais le week-end d'avant, où il en a collé quelques-uns, et tu te dis, enfin, voilà, c'est de toute façon, après, voilà, il n'y a pas de mystère, hein, il faut y aller au charbon, hein. Ah oui, là, faut y être, hein. Là, c'est sûr qu'au milieu de tous ces gens-là qui sont un peu chauds, si Marvin n'y est pas ou si Silly n'y est pas non plus, de suite, ça va faire la différence. Même mentalement, ça fait la différence. S'il commence à avoir peur quand il y a un Barcia derrière, s'il lui rend pas la monnaie de sa pièce, c'est compliqué. Après, on voit que j'ai l'impression que c'est proportionnel avec la technique, le niveau technique. On voit que Marvin et Silly sont deux pilotes très techniques, très fins, et au final, ils sont pas agressifs, alors que les autres sont un peu plus bourrins, on va dire, mais beaucoup plus agressifs dans les déplacements et dans tout le reste. Ouais, tant qu'on est sur les 4-50 avant de passer sur les 2,5, on constate quand même pas mal de blessures. Là, ça fait Roxen. Bon, Thomas qui a abandonné, je sais pas s'il s'est fait mal ou pas, ou si c'est juste qu'il en a ras-le-bol de 2018 et on le reverra qu'en 2019. Il y a Bogle qui s'est fracturé l'humérus, il s'est fait Bourgogne, sauter grosse dessus, chute, c'était hein. assez impressionnant. Ouais, grosse Ouais, chute, il ouais, s'est fait grosse, sauter grosse chute dessus. sur le triple. Il enroule, il fait double et l'autre derrière fait triple, il saute dessus. Il passe peut-être à 10 cm de la tête et c'était vraiment chaud. Et ouais, non, beaucoup de blessés. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? C'est les 450, c'est des motos trop puissantes ou c'est juste que c'est comme ça, c'est le motocross, le supercross, c'est dangereux, quoi, on le sait. Après, le problème qu'il y a aussi, c'est que les mecs, déjà, les boss, enfin, tu les vois, mais c'est vraiment raide. C'est quelque chose où il faut être vraiment précis, et ainsi de suite.
Donc je pense que déjà, il y a aussi la difficulté du circuit qui est là, qui fait que c'est chaud, mais c'est toujours pareil, si tu veux, si tu veux mettre du spectacle, tu es obligé de faire quelque chose de spectaculaire. Voilà. Donc de mettre des enchaînements qui soient chauds et ainsi de suite, ou qui soient variables, ça c'est quelque chose qui est primordial pour le spectacle. Et puis après, voilà, ils sont tous dans un mouchoir de poche. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de te jouer la vie. Et à un moment donné, à te jouer la vie, ben, tu es à deux doigts de te mettre par terre. Et puis voilà, quand ça passe, ben, c'est très bien. Et quand ça passe pas, malheureusement, ils vont tellement vite que ça claque de suite, quoi. Oui, Donc oui. les blessures, ça fait partie du jeu. Après, je pense pas que les 450, si, c'est beaucoup trop puissant pour 99% des utilisateurs qui ont un 450. Malgré qu'il y en a beaucoup qui achètent des lignes d'échappement et tout ça. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais bon, tant mieux pour nous, c'est eux qui font vivre l'économie de la moto. Mais voilà, mais après un 4,5, voilà, eux, il n'y a que eux, ce dernier pourcent qui est capable de gérer ces motos-là. Oui, on voit que eux les exploitent, hein. On peut pas dire que pour eux, ces motos-là soient hors d'utilisation, soient trop puissantes ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai que les circuits sont de plus en plus rapides, donc ça c'est un fait. Mm. Eux poussent le niveau toujours plus haut, toujours plus loin. Je pense que si on met un Jeremy McGrath de l'époque, même s'il avait une moto différente, sur des pistes maintenant, avec les pilotes de maintenant, ça serait très compliqué. Je pense que le niveau, tout s'est professionnalisé, tous sont encore plus affûtés, et ça fait que ça devienne plus dangereux, c'est obligatoire, hein. Oui, et puis après, de toute façon, les motos aujourd'hui évoluent énormément. Déjà, ne serait-ce que par l'injection et ainsi de suite, déjà, ça te permet d'avoir beaucoup plus de pouvoir varier la moto énormément comparé à l'époque où tu avais les carburateurs et ainsi de suite. Voilà, maintenant, avec un ordinateur, tu peux arriver à créer une moto qui te convienne. Donc, dire qu'aujourd'hui, tu peux acheter une moto en concession et arriver à faire ta propre moto, ne serait-ce que si tu es un mec qui maîtrise l'informatique, qui arrive à te faire des cartos et ainsi de suite qui te conviennent vraiment parfaitement. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile, je pense, pour adapter la moto au pilotage. Et puis après, ouais, voilà, tout va beaucoup plus vite. Par rapport à ça, par rapport à la technologie, Sylvain, on voit qu'il y a pas mal de pilotes, enfin tous les pilotes maintenant en Supercross utilisent le Lead Pro, c'est-à-dire que c'est le petit capteur qu'ils mettent sur le casque, où ils sont capables de détecter la meilleure trajectoire quand ils font des tours. Vous, en supermoto, c'est des choses que vous utilisez depuis longtemps, non? Non, après nous, bon, non, c'est quand même beaucoup plus rural, on va dire. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup le chrono et pour se faire des partiels, parce que D'accord. voilà, c'est toujours pareil. Quand tu essayes de gagner un ou deux dixièmes, où est-ce qu'il faut les gagner? Comment tu fais ainsi de suite. Des fois, le ressenti que tu as au niveau de ton pilotage n'a rien à voir par rapport au La chrono. vitesse. Et Ouais. voilà, malheureusement, c'est le chrono qui fait office de juge de paix. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, tu as toujours besoin d'avoir des informations extérieures justement pour t'aider à aller de plus en plus vite. D'accord. Euh, D'accord. on passe aux 2,5 ou on a Ouais, autre chose à vas-y, dire? on enchaîne Oh, sur les deux demi. Ouais. Savadji, moi je l'ai trouvé pas mal, hein. Il s'est mis une tôle aux essais, je sais pas si vous l'avez vu, ça, enfin, je sais pas si c'était aux essais, mais j'ai vu juste la vidéo où il tombe, bon, il tombe dans un virage, il perd l'avant, et là le commissaire vient lui relever la moto elle était ouverte en grand, et ça vient la moto elle fait un tour sur elle-même, elle vient lui taper dans le ventre, et ah ça l'a ouais? pas mal sonné, et Ça, du coup, ça, j'avais pas vu ça, tu vois, ouais, ça a pas Non, été moi non plus. trop, ça a pas été trop. ouais, je l'ai vu dans la journée, alors j'ai pas trop creusé, mais bon, j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, ah ouais, d'accord, c'est pour ça qu'il était peut-être pas super bien. Je sais qu'il a loupé, il a même loupé du coup une deuxième ou la troisième séance d'essai justement à cause de ça. Et le soir, il était quand même pas mal, il part en tête, donc déjà le mec, mental d'acier, et bon, voilà, il a rétrogradé, mais bon, il est quand même deuxième du championnat encore. C'est pas trop mal, ça s'annonce bien pour lui, quoi. Ouais, c'est pas mal pour lui. Après, toujours pareil, hein. Là, on a vu Sexton aussi qui a bien brillé sur cette épreuve. Il a été malin, il a réussi à gérer pour un jeune pilote, c'est quand même bien, hein. On voit que, enfin, je sais pas, mais avoir Oh, avec lui le temps, m'impressionne de plus en plus, hein. ouais, moi Honnêtement, on aussi, hein. dirait un pilote, on dirait que ça fait 5 6 ans qu'il est dans la catégorie, il est presque plus mature qu'un gars comme Cianciarulo. Ouais, voilà. C'est impressionnant. Santiago veut trop en mettre à chaque fois. Enfin, on voit qu'il est trop généreux et du coup il tombe. Sexton, il est derrière, il est 3, mais il va pas forcer. Enfin, alors bien sûr qu'il force, hein, mais il va pas forcer, il va pas se donner à 110% pour aller essayer de gagner, essayer de briller sur une épreuve. Il va plutôt viser le long terme. C'est plutôt positif pour lui, à mon avis.
Non, non, ouais. Après, ben, le mec quand même qui m'a beaucoup surpris à moi, ça reste quand même Hill. Oui, Ouais. ouais, c'est Ouais, vrai. je n'aurais pas, après les 2-3 premières épreuves, j'aurais même pas misé 1 euro sur lui, quoi. Ouais, Et c'est puis vrai, au final, il a réussi à en gagner une. c'est bizarre, hein, Ouais, puis c'est podium la bizarre. semaine dernière, il gagne cette. Franchement, c'est trop bizarre ce sport. Comment on peut faire 10-12 une semaine et gagner la semaine d'après? Moi, C'est ça ça, m'impressionne. c'est Ouais, ça, bah, c'est ouais, ça. c'est quand même rare, hein, parce que quand on prend un autre niveau, niveau ligue ou niveau même national, c'est quand même rare un pilote qui en début de saison est dans aux alentours de la 12-15e place et qui va gagner une épreuve. À part si vraiment il connaît le circuit, mais là on sait que les circuits ils ne les connaissent pas à l'avance. Donc Hmm. je sais pas, je trouve bizarre, j'arrive pas trop à l'expliquer ça d'ailleurs. Alors Non, Ouais. puis c'est surtout que c'est pas comme si en plus il y avait 3 semaines entre chaque épreuve, ou à la limite tu peux te dire ils ont bossé sur les motos et ainsi de suite. Là ils ont 6 jours, quoi. ouais, c'est sûr. Donc c'est même pas le développement de la moto ou quoi que ce soit, c'est vraiment, ouais, c'est surprenant. Par contre, là Ouais. où il me fait rêver, c'est toujours qu'il est avec sa bouteille d'eau sur tous les podiums pour bien montrer à tout le monde qu'il n'a pas de partenaire de Ouais. boisson énergétique, quoi Ils qu'il le enlèvent l'étiquette, soutienne. ils enlèvent Ça, l'étiquette et par c'est. contre, Mm. pour ça, il vend pas mal du rêve quand même, le mec. Ouais, il le cherche, Ouais, ouais, il c'est clair. cherche. Moi, il m'a rendu du rêve aussi pendant la manche, hein. Quand il y avait Cynthia Rollo derrière, on aurait dit qu'il avait des yeux derrière la tête. Il a recoupé à chaque fois, c'était magnifique, hein. C'était joli, hein, Bien, ouais. c'est vraiment une belle manche, hein, ils se sont bien bataillés, c'était vraiment bien. C'était une belle manche. Après, Mhm. on a vu aussi sur le circuit était pas mal, il se prêtait pas mal au dépassement avec la double trace qui était quasiment identique en termes de vitesse et on voyait que autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça passait bien. J'ai bien aimé moi ce circuit par rapport au tracé, par rapport aux possibilités de doubler. Et on voit qu'autant en 2,5 qu'en 4,50, ils se sont bien bataillés et le tracé y est peut-être pour quelque chose aussi. Voilà, Ouais, après, quoi dire de plus la semaine prochaine, le co-test? ouais, ça bascule sur la côte Est avec Zach Osborne, Dylan Ferrandis. Bon, je pense que ce sera les deux favoris, honnêtement. Il y a Austin Faulkner aussi, mais comme il revient de blessure, je sais pas trop quoi en dire. Mais bon, Ferrandis, on sait qu'il est solide et bon, Osborne, il va avoir la plaque numéro 1, donc forcément, il sera là, je pense. Ah, tu crois, toi, tu verrais Ferrandis, même à un retour de Ouais, blessure dans les devants? ouais. Ouais, moi je pense, ouais. Honnêtement, il a tellement de mental et je pense que là, il a vraiment envie de bien faire cette année. J'y crois, j'y crois. D'accord, bon, on peut prendre les paris. Moi, je le voyais plus aux alentours de la 5e place au début pour progresser petit à petit. À voir, voilà. On va voir ce que ça donne. Ouais. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Sylvain? Difficile. Après, le problème qu'il y a, c'est que tu peux que suivre ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, Donc, on est à 10 000 km de chez eux, donc ça fait et pas. voilà, donc le problème qu'il y a, c'est que c'est vraiment compliqué. Après, il a l'air de s'entraîner aussi vraiment pas mal. Donc écoute, pourquoi pas. Après, bien évidemment, c'est un Français, donc je préférerais le voir en haut du podium que à la 4e place. Mais bon, après voilà, hein, comme on dit, un championnat c'est toujours long. Il faut mettre des bons points d'entrée de jeu, puis après voir la fin de la saison, quoi, hein. Ah, il y a Davalos aussi, j'y pensais plus. Davalos, peut-être il a 55 ans, non? Il roule encore en 2,5. Ah ouais, lui, il va faire toute sa carrière en 2,5 à force. Il va rester là. Bon, après, c'est pas mal. Moi, ça me dérange pas. Un pilote qui reste tout le temps en 2,5, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est peut-être pas la catégorie reine, entre guillemets, mais bon, s'il préfère cette Ouais. cylindrée-là, pourquoi pas? Ouais, je pense qu'il gagne plus d'argent dans cette cylindrée-là, surtout. Il aurait aucun intérêt à basculer en 4,5 et faire des places comme Weimer ou Oui, Chisholm voilà. l'année dernière, où il serait vraiment en galère. Je pense que c'est sûr que pour lui, il vaut mieux ça. Après, c'est un petit peu dommage de ne pas laisser la place aux jeunes, quoi. Oui, bon, après, voilà. Les jeunes, quand ils sont vraiment bons, quand tu vois Sexton, ils arrivent à être devant quand même au final. Donc petit à petit, ils arrivent à gravir les échelons et ils arrivent à être devant. Tu vois les petits prodiges là qui arrivent quand même aux États-Unis, ils n'ont pas besoin que des Davalos partent en 4,50 pour être devant, hein. Non, c'est sûr. Mais moi, ce que je reproche à ça, en fait, c'est même pas tant Davalos, c'est plus qu'il y a trop d'argent dans cette catégorie 2,5 par rapport au 4,50. Bon, moi je suis pas Je d'accord, trouve je suis dommage que pas des tellement gars qui d'accord ont avec ça. une tonne de talent quand même, des gars comme Weimer et tout ça, qui sont moins payés que des gars comme Sexton, c'est un petit peu dommage. Pourtant, même chez les amateurs aux États-Unis, tu vois des gars, tu les vois partout sur les réseaux sociaux, Ryder Di Francesco, le petit Digan et tout ça. Je suis sûr qu'ils gagnent plus leur vie que des gars qui sont 20e en 4,50 et pourtant, crois-moi, c'est vraiment des professionnels, les gars. Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi je trouve pas qu'il y a une catégorie reine et une autre sous-catégorie.
Moi, je pense plutôt qu'il y a deux catégories. Bien sûr, les 2,5 devraient être un peu moins rémunérés que les 4,50, parce qu'on va dire que c'est les 4,50 la catégorie reine. Mais Ah, tu bon, vois qu'il y a une catégorie reine, tu as fini par le ouais, dire. c'est entre guillemets, ça me dérange de dire ça. J'aime pas trop dire qu'il y a une catégorie reine, parce que si ça me fait penser plutôt au MotoGP, tu vois, où tu as une catégorie que tout le monde va regarder, et l'autre, c'est Hmm. plutôt un tremplin pour cette catégorie. Alors que là, non, là, on a deux finales qui sont bien distinctes. Euh, Ouais, je suis mitigé avec ça. Ouais, mais je trouve pas que par exemple Sexton est surpayé par rapport à un gars qui comme Oui, Weiner. en plus, on n'a aucune idée des salaires ni rien, mais bon, Ouais, c'était un petit exemple, quoi. ouais, non, mais bon, bon, bref quoi. En tout cas, voilà, on peut, on, Bref. on peut enchaîner. Du coup, ça nous met une petite transition sur les championnats qu'il y a eu en Europe. Je sais pas si vous avez suivi ça. Ça n'a pas été trop. Alors moi, j'ai pas regardé les courses, j'ai juste regardé les résultats. On voit qu'au championnat italien, on a Kiroli qui est encore là. Hmm. À son âge. Alors, je sais pas quel âge il a exactement. Si vous le savez en commentaire, mettez-le. Mais c'est vrai qu'il est encore là. Hein. C'est fou quand même d'être aussi constant et aussi constant à la première place. On voit qu'il y a des pilotes comme Reed qui veulent continuer mais qui sont en déclin, alors que lui, il est tout le temps devant. Il est encore en 2018. Comment t'expliques ça, toi, Sylvain? Bah, déjà, c'est que le mec, il a une espèce de remise en question tous les hivers qui est phénoménale. C'est-à-dire que le mec, il se dit pas, bon, voilà, j'ai fait 2 saisons, entre guillemets, un peu galère. Là, je reviens, j'arrive à de nouveau être champion du monde. Et l'autre, en fait, chaque année, il arrive à se remettre en question. Donc, voilà, c'est un exemple qu'il puisse y avoir au niveau du mental qu'il est, quoi, ce mec-là. Et puis non, ouais, effectivement, il arrive à franchir toutes les époques. Enfin, pas toutes les époques, parce qu'il est pas si vieux que ça. Il doit avoir quoi, 33, 34, quelque chose comme ça. Mais Ouais, je c'est crois quelque que chose qui est quand même exceptionnel, qu'il arrive à être, voilà, à briller, parce qu'il n'est pas juste présent, il brille et chapeau, Ouais, chapeau. Moi, je ouais. trouve qu'il y a rien à dire, Parce quoi. que tous les pilotes de sa génération ne sont plus là. On peut regarder, mais tous ne sont plus là. Les Philippe Hertz, les De Dyker, alors ils ont été là un moment, ils se sont aperçus qu'ils étaient plus dans le top 10-15 que dans le top 3. Donc petit à petit, ils ont arrêté, mais à cause de leur niveau, lui est encore là. Donc c'est vraiment fort d'être là, de Ouais. gravir les échelons et d'être. Parce que on peut pas dire qu'il a gardé le même niveau qu'en 2010. On va dire qu'il a progressé encore. Et progresser à 33 ans, c'est quand même fort. C'est quand même bien pour lui. Donc voilà, toujours là, Keroli. On a vu Fèvre aussi. Fèvre qui a gagné une manche apparemment au championnat italien. Il a gagné la première manche. Il y avait aussi des clients comme Van Orbeek. Donc c'est plutôt positif. On voit que les pilotes sont en forme et ils sont prêts. Donc ouais, je pense qu'en plus, ils donnent pas tout sur ces épreuves-là. C'est vraiment, ils finalisent les testings, je pense qu'ils font des départs, mais ils sont même Keroli, je pense qu'il est pas à 100%. je sais pas. Je sais Bah, pas. après, toi, c'est bien ces courses-là parce que ça permet de se remettre dans le rythme. Mais par contre, le souci, voilà, c'est que t'as qu'à voir des mecs comme De Salle la première année où il avait signé chez Kawa, où il va se blesser à Valence. Après, c'est toute la saison qu'il avait fait une saison galère. Donc, forcément, se montrer, c'est bien. Je pense qu'ils essayent tous, voilà, tout le monde a un certain ego où tout le monde veut prouver à tout le monde qui sont là et qu'il faut compter sur eux pour la première épreuve. Mais ceci dit, voilà, comme tu dis, est-ce qu'ils sont vraiment tous à fond? Est-ce qu'il y en a qui cachent un peu leur jeu ou quoi que ce soit? C'est un petit peu difficile de savoir pour ces épreuves-là. Ouais, Ouais, après, pour toi, pourquoi ils font ces épreuves du coup? C'est vraiment juste du pur testing? C'est peut-être pour prendre un petit peu de monnaie? C'est quoi le facteur qui fait qu'ils s'inscrivent sur ces épreuves-là? Je sais pas trop. Après, c'est vrai que après, t'as peut-être des mecs aussi comme Keroli qui ont à cœur de vouloir voilà, faire leur championnat national. Tu sais, regarde, il y a pas mal d'années, il y a 20 ans en arrière, tu avais des mecs comme Tortelli qui faisaient le championnat élite. Aujourd'hui, tu n'as plus un mec comme Paulin ou Fèvre ou qui que ce soit qui fait le championnat élite. C'est dommage parce que ben voilà, ça permettrait au niveau français de s'élever encore plus. Puisque si tu as forcément quelqu'un qui roule très très bien devant, ça élève le niveau général. Après, voilà, peut-être que aussi c'est quelque chose qui les motive de vouloir être champion d'Italie, alors qu'au final, pour un mec comme ça qui est 8 ou 9 fois champion du monde, euh, au final, ça équivaut à pas grand-chose. Après, ceci dit, ça leur permet aussi de peaufiner un peu les réglages qu'ils ont pu faire pendant tout l'hiver.
voir si physiquement ils sont en place ou pas. Donc bon, c'est bien si tu arrives à gagner et à pas te blesser. Après, si tu te Ouais, pour moi, blesses, mais forcément tu te dis c'est ces nul. épreuves, c'est très important même au niveau du public parce que, disons, comme tu disais, Tortelli, il y a 20 ans, il faisait le championnat de France, le championnat de France élite et le championnat du monde. Tout le monde le voyait à la télé. Et puis les gens voilà, qui le voyaient à la télé, qui n'étaient pas forcément passionnés de motocross, allaient sur les épreuves de leur région pour voir Tortelli, quoi. Et ça, je pense que c'est un petit peu dommage qu'on ne retrouve pas ça de nos jours. C'est ce qui fait vendre des motos, hein. C'est vraiment ça, quoi. Si on avait un peu plus de renommée sur les championnats, on va dire locaux ou championnats de France, je pense que ça serait vraiment bénéfique pour notre sport. Ben, forcément, puisqu'après, voilà, aller voir un Fèvre, aller voir un Paulin, c'est toujours quelque chose voilà, t'es toujours curieux de voir les passages qu'ils font et ainsi de suite, sans vouloir dénigrer un Xavier Bogue ou les mecs comme ça, qui ce sont des excellents pilotes, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, il faut pas non plus se cacher, c'est des pilotes, s'ils sont partis du système MXGP, c'est qu'à un moment donné, ils n'avaient plus forcément le niveau, ou du moins, ce qu'on leur proposait, c'était plus forcément intéressant. Donc c'est pour ça qu'ils rabattent après derrière sur le championnat de France élite. Et voilà, et malheureusement, je pense que... mais bon, ça, c'est des discussions qui ont même plus forcément lieu d'être, puisque de toute façon, les usines font qu'aujourd'hui, ils misent tellement d'argent sur certains mecs que qu'est-ce que tu veux dire après ben voilà, je t'envoie sur le championnat de France, par contre, fais attention, on va pas te blesser, quoi. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Justement, par rapport à ça, au championnat de France, et là je retourne un petit peu sur les États-Unis, on a une question de Sébastien qui nous demande, à notre avis, les chances de Soubera et d'Hirsuti en côte Est, est-ce que vous pensez, vous, qu'il fera un podium, qu'ils se qualifieront juste pour la finale? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Vas-y Sylvain, commence. Moi, je pense Je que commence par Soub, il se Soubera. qualifiera à chaque fois dans les finales. Il peut faire... il a le niveau pour faire des top 10 à chaque épreuve. Voilà, pour moi. Après, Hirsuti, c'est compliqué. Ça reste quand même. Il roule très très bien. Il est très très rapide. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il a prouvé cette année en championnat de France. Par contre, est-ce qu'après, derrière, il faut arriver aussi à s'imprégner du championnat américain? C'est-à-dire que c'est bien quand tu arrives à remplir un stade de Montpellier où tu as 10-15 000 personnes et quand tu vas aux US que tu as un stade où il y a 40-50 000 personnes, où le show, c'est pas du tout le même qu'en championnat de France, où tu es forcément dans un autre pays, où il y a tout de différent. Il faut réussir à s'acclimater. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement compliqué. Donc après, un mec comme Soub, il a l'expérience, il sait le faire, il n'y a pas de souci. Après, derrière, un mec comme Hirsuti, Ouais, je te j'ai un petit peu rejoins un petit plus de peu mal. là-dessus. Je pense que c'est un très très bon pilote. Il s'est bien préparé pour faire ça. On l'a vu en France, nous on l'a vu au Supercross de Paris, dans les Hoops, c'était un des meilleurs. Maintenant, aux US, la piste elle va se détériorer autrement. Et les enchaînements sont quand même beaucoup plus gros. Les temps autour sont beaucoup plus longs. Ils vont rouler beaucoup plus aussi. Donc l'aspect physique va être très très important. Ouais, mais ça, après, c'est toujours intéressant d'envoyer nos meilleurs Français là-bas. Et on va voir ce que ça donne. Moi, je suis vraiment impatient de voir ce que ça donne. Moi aussi, Bien sûr, il me non. Et tarde puis, de voir. Ouais. Ouais, il me tarde de voir. Après, surtout, comme tu disais, Sylvain, je te rejoins là-dessus. Soub a pas mal d'expérience, donc ça va lui servir énormément. Le fait de voyager, de changer de championnat, c'est quand même difficile d'être sur d'autres circuits. De mémoire, alors j'en suis pas sûr, mais je crois qu'il est déjà parti là-bas faire des courses, hein. J'ai vu plusieurs fois, Voilà, ouais. voilà, Depuis 2009, hein, je crois que la voilà, première voilà. fois pour lui en course, c'était en 2009. Voilà, donc pour lui, c'est pas nouveau. Hirsuti, ça sera peut-être un peu plus compliqué, comme tu le disais, il est un peu plus jeune, mais bon, je connais pas son entraînement, je sais pas s'il est parti là-bas s'entraîner sur les vraies pistes US du Supercross depuis longtemps. Voilà, moi je le vois plus accéder à la finale. Après, je le vois pas tellement pour un résultat final. J'aimerais le voir devant, mais je le vois plus se qualifier en finale et progresser petit à petit pour plus tard obtenir un bon résultat qu'être directement dans un top 5 ou top 10. À mon avis, ça sera un peu compliqué Mais c'est pour lui. difficile hein, parce que même si tu prenais des bons Américains, tu les ferais venir en France, ça serait compliqué pour eux aussi dans l'autre sens. On l'a déjà vu, hein, de toute façon, Regarde les pilotes Bowers. auto, il a eu du mal à s'acclimater. Regarde C'est. qui est venu Ouais, au Supercross de voilà, par Paris, il a exemple. mis du temps quand même à s'acclimater. À la Ouais, à la fin, moto et tout ça, les réglages, voilà. ils roulent pas avec la même essence, les motos sont pas réglées pareil. Quand tu es là-bas, ils vont se retrouver dans un paddock, je sais pas les moyens qu'ils vont avoir, mais ils seront peut-être pas sous le vent d'une semi. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, et quand on sait comme le motocross et le supercross sont durs,
pour le mental et pour le physique, voilà, ça peut jouer. Non, et puis il y a beaucoup de choses aussi qui diffèrent. Voilà, pour être allé avoir fait le championnat américain de supermoto, c'est aussi, tu changes de culture, les gens n'ont pas du tout la même approche autour de toi, c'est pas la même langue, la nourriture est complètement différente, t'as pas toute ta famille qui est avec toi. Donc, si tu veux, c'est des paramètres qui, au final, ben, quand tu pars 10 jours aux États-Unis en vacances, tu te dis waouh, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais quand tu pars pour longtemps ou que tu fais les différents voyages, les allers-retours, ainsi de suite, c'est quelque chose qui est très très difficile. Donc, c'est le paramètre moto, entraînement, c'est une chose, mais après, il y a tous les à côté qu'on ne voit pas à la télévision, qu'on ne voit jamais sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais qui sont vraiment extrêmement importants. Et voilà, et comme tu dis, un mec comme Bowers qui vient en Europe, il fait pas forcément grand-chose parce que c'est pareil. Pour lui, c'est le chemin inverse. Il faut qu'il s'acclimate à notre façon de vivre, à notre façon de manger et notre langue. Et donc, du coup, t'as pas forcément que la moto à penser. Alors que quand tu es dans ton propre championnat, tu ne penses qu'à ça. Tu penses qu'à la moto, puisque tout le reste, tu le connais par cœur. Oui, exactement. Ouais, tout à fait. Exactement, et si on revient rapidement sur le championnat, les courses qu'il y a eu ce week-end en Europe, il y a eu aussi une course en Grande-Bretagne qui a été dominée par Airlings, où il y avait des bons pilotes, Koldenhoff, Paulin. Donc bon, on voit que Airlings est déjà en forme, alors que le week-end précédent, apparemment, il s'était un peu froissé au championnat italien. Donc on voit qu'il sera là, il faudra compter sur lui à mon avis sur le début du championnat. Ça va être intéressant de voir du Cairoli en pleine forme, du Airlings pas loin d'être en pleine forme, ça risque d'être beau à voir. Bon, après, si Airlings il avait attendu à chaque fois d'être en pleine forme pour rouler, il aurait pas fait beaucoup de courses parce que le pauvre il s'est blessé quand même. C'est vrai que il est jeune, mais il a eu beaucoup de blessures. Donc je crois que pour lui, pleine forme ou pas pleine forme, il va quand même tout donner. Du coup, il est habitué, lui c'est bon. Bon, on avait une petite dernière partie, on a le temps, Sylvain, on peut discuter 5 minutes, on voulait parler un petit peu de préparation physique. Ouais. On entend les enfants qui commencent à avoir besoin de leur papa, donc on va prendre 5 minutes. Non, ça va, il y a la maman avec, donc c'est bon, j'ai délégué. Bon, vas-y Blaise, je te laisse enchaîner sur la partie physique. Oui, sur la partie physique, alors je sais pas toi si Sylvain, tu t'entraînes avec un cardio-fréquence mètre. Nous, la question du jour, c'était quel est l'intérêt de s'entraîner physiquement avec un cardio-fréquence mètre, une Polar par exemple. Toi, je sais pas si tu t'entraînes avec, si tu trouves un intérêt ou pas. Ben, si après moi je m'entraîne, alors moi j'ai vraiment le cardio de base qui te donne vraiment que les pulsations, j'ai pas les trucs qui te montrent combien de temps t'as couru, si ça, ainsi de suite, après c'est trop compliqué à tout analyser, ainsi de suite, et puis après faut... Non mais après... pas du tout dans la technologie. Alors dans l'informatique, toi c'est... C'est super moi d'utiliser le Lead Pro, ah non, nous on est au chrono, c'est plus archaïque. Ils ont pas d'ordinateur pour l'injection là-bas, tu sais. Et encore, c'est les mecs des Chianda France qui s'occupent de nous les régler, c'est pour ça qu'on le fait. Non, mais après, c'est beaucoup de paramètres qui sont bien à voir quand tu commences à voir quelle vitesse tu cours, ainsi de suite. Mais si tu veux, le problème qu'il y a, c'est que tu as chaque personne qui court à une vitesse qui est différente. Donc, c'est pas parce que tu cours vite ou que tu cours doucement que tu as forcément bien travaillé. Après, tu as certaines plages qu'il faut faire ou quand tu dois travailler du fractionné où là, il faut que tu tapes dans les hauts et ainsi de suite, ou il faut que tu te mettes dans 180, 190 et ainsi de suite. Ou quand tu décides de travailler du long où il faut que tu sois pendant un certain temps à telle pulsation, ainsi de suite. Donc, un cardio, c'est bien parce que au moins, ça te permet de voir si tu es dans le bon rythme à laquelle tu dois travailler pour l'entraînement bien spécifique. Donc un cardio pour moi c'est quelque chose qui est indispensable à l'entraînement. Alors justement là je vais laisser la parole à Nico parce que Nico, je sais pas si tu le sais Sylvain, il s'est spécialisé dans l'athlétisme et c'est un athlète bientôt au niveau championnat de France et donc du coup niveau cardio lui il fait la bise aux personnes de chez Polar et non d'ailleurs je me suis un petit peu fâché avec Polar récemment mais bon maintenant après ils font de très bons produits. Mais ouais, moi je rejoins Sylvain, on n'a pas besoin d'avoir un cardio fréquence mètre pour courir ou pour s'affûter physiquement, on va dire le truc qui traque le GPS et tout ça. Moi je me sers vraiment beaucoup de la fréquence cardiaque. Après, là où je suis pas trop d'accord, c'est que le fait que ça te donne quand même les kilomètres que tu as fait, tout ça, ça rend les choses plus ludiques. Et c'est comme un kit déco sur une moto, ça sert à rien. Mais à partir du moment où tu montes sur une moto qui te plaît, c'est comme les femmes, hein. Tu vas plus vite ou t'es meilleur. plus vite, justement, aller plus vite, c'est pas bon. Ouais, c'est pas forcément bon. Moi, je suis rapide en course à pied et partout. Je sais pas si c'est... Toi, t'es un peu trop rapide, ouais.
Non, après comme on l'avait évoqué dans certaines vidéos, quand tu cours, tu as deux choses que tu peux travailler. C'est ce qu'on appelle le seuil aérobie, où tu travailles à 60% de ta fréquence maximale. Et là, à 60% de ta fréquence maximale, tu améliores ton endurance, on va dire. Et le seuil anaérobie, où tu travailles plutôt à 85% de ta fréquence maximale. Et là, tu travailles plutôt la résistance. Donc nous, Voilà, sur des exercices de type fractionné, il ne faut voilà, pas rester exactement. 40 minutes dans ces Non, fréquences-là, non, sauf non. si vous faites des compétitions, mais voilà. Ouais, bon après, voilà, bien sûr, c'est adapté à son sport, hein. Nous, en motocross, il faut l'adapter au sport, l'adapter à la période à laquelle on se trouve. En hiver, on Mm. va peut-être travailler différemment que pendant les courses. Voilà, il faut adapter tout ça, il faut avoir un programme adapté. Et le cardio servira justement à traquer ça par rapport au fait de vraiment s'établir un programme. Parce que je sais qu'avec Polar, par exemple, ils donnent des programmes qui sont déjà préfaits et qui sont peut-être pas adaptés à notre sport, au motocross, quoi. Donc faut pas prendre tout ce qu'ils donnent. Ils donnent pas mal de positifs, mais il y a des choses qu'il faut prendre et qu'il faut laisser, quoi. Non, c'est clair. C'est pas ça qui fera ton entraînement, ça c'est sûr et certain. Ouais, exactement. Non, non, et puis après, c'est toujours pareil, avoir une personne sur laquelle se reposer. Voilà, moi je sais que par exemple, j'ai jamais eu besoin de me préparer un programme physique, puisque ben voilà, je sais que bon après actuellement là, j'ai baissé par rapport à ça, mais avant je m'entraînais 3 fois par semaine. Physiquement, aujourd'hui, je suis passé à 2 fois par semaine, puisque ben voilà, avec le boulot, j'ai plus forcément le temps de pouvoir le faire. Mais voilà, mais après, moi, j'ai jamais eu besoin de m'occuper de savoir, d'avoir un programme tout établi, puisque j'avais une personne de confiance avec qui j'étais et qui me permettait de m'entraîner toutes les semaines, quoi. Donc Ouais, ça, c'est c'est ça. quelque chose aussi. Ça, c'est bien, de toute façon, en fait, c'est vrai que dans tout, dans n'importe quoi, il y a deux moyens d'apprendre, hein. Le premier moyen, ça va être d'apprendre soi-même et de mettre en œuvre ce qu'on a appris. Ou le deuxième, c'est de faire confiance à quelqu'un qui est meilleur que nous dans un domaine. Et toi, c'est ce que tu as fait. Tu as fait appel à quelqu'un qui était spécialisé là-dedans, qui t'a épaulé et qui t'a aidé. Et c'est vrai que c'est du positif, ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà, après, autre chose juste pour le cardio, pour revenir là-dessus, ce que je trouve aussi ludique, et je te rejoins Nico, c'est que par exemple, alors moi aussi j'ai une Polar, il y a ce qu'on appelle le Polar Flow, c'est un style de Facebook, on va dire, des coureurs. Il y en a d'autres aussi, alors Nico, tu peux nous en parler de ça, de Polar Flow, Ouais, de... pour leur flow, après c'est bien parce que tu stockes toutes tes données là-dessus, ça te met même ça te donne comment dire ton pourcentage de fatigue si tu en fonction des efforts que tu as fait. Mais bon après voilà, ça reste pour moi c'est des gadgets quand même. Ça reste des gadgets. J'adore ça, je l'utilise, ça me motive un petit peu à aller courir et tout ça parce que c'est un sport assez ingrat, mais ça reste du gadget. Il faut pas non plus se fier qu'à ça. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, si ça peut vous aider, il faut utiliser ça. Et puis en plus, voilà, pour leur flow, c'est quand même assez convivial. Les interfaces sont vraiment sympas. Il y a la même chose chez Garmin. Bref, pour moi, de toute façon, ça reste les deux marques de montres, les deux logiciels les plus intéressants, Garmin et Polar. Mais ouais, voilà, c'est vraiment du gadget. C'est pas ça qui vous fera aller vite et qui vous fera progresser physiquement, mais ça vous aidera dans votre préparation physique et du moins à être un peu plus motivé. Ouais, voilà, c'est surtout ça, se motiver quand il fait 2 degrés dehors. Là, voilà, on n'a pas tous un coach qui peut nous épauler, donc le fait d'avoir ça peut être un plus, on va dire. Donc voilà, Ouais, moi, pour la petite histoire, je vais pas courir. Si j'oublie mon cardio, ça m'arrive des fois d'oublier mon cardio, je suis vraiment pas motivé, quoi. C'est comme si j'oubliais mes baskets pour moi. Si courir sans cardio, c'est vraiment inconcevable. Non, après, voilà, le but du jeu, c'est d'aller, quel que soit le temps. Moi, je sais que c'est que par journée d'orage où je vais pas aller courir. Mais par contre, même s'il pleut, qu'il pleuve un petit peu ou beaucoup, voilà, moi, j'ai mon coach qui m'a toujours expliqué que le jour où tu arrives sur une course, ben, qu'il pleuve, enfin, s'il pleut, ils vont pas attendre le lendemain pour faire la course parce qu'il pleuvra pas. Voilà, c'est tu fais la course pendant les intempéries ou pas. Donc du coup, ben, l'entraînement, c'est la même. Tu repousses pas quelque chose le lendemain, tu le fais le jour J. voilà, Bon, ben, voilà, super, je pense qu'on a pas mal, on a discuté de pas mal de sujets avec un professionnel comme Sylvain, c'était cool. ouais, c'est bien. Merci, non, vraiment, merci beaucoup Sylvain de nous avoir rejoints. C'est sympa d'intégrer d'autres sports. On a eu l'enduro avec Jérémy Taroux. On a fait le motocross avec Valentin Tellier et Mathis Boiramé. Et super moto avec toi. C'est bien de se diversifier. Et puis c'était vraiment intéressant de voir d'où tu es parti. Et voilà, tu étais un pilote de ligue comme nous. Tu as voyagé un petit peu partout dans le monde dans les super motos.
Donc c'est bien d'avoir partagé ton expérience, on te remercie. On te remercie, Ouais, mais Sylvain. c'est cool. Et ce qu'on va essayer de faire aussi avec toi, ça serait un défi Supermoto. On va voir ce qu'on peut faire. Mais le problème, c'est que je sais que t'es pas un manche en cross. Donc du coup, il va falloir vraiment que je me bouge à Supermoto si je veux avoir une chance de faire quelque chose. Parce que... Non, mais je te le dis de suite, t'as aucune chance. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que Nico, il a quand même dit que J'aime bien j'étais. ça, j'aime bien les choses directes comme ça. Bon, Nico, on va faire un défi simplement en cross et on verra après pour le Supermotard. On va voir. non, mais par contre, tu vois, Nico, il a quand même dit que j'étais un professionnel. Par contre, toi, je te l'ai pas entendu de ta bouche, donc ça me ferait plaisir quand même que tu le prononces, Bon, tu vois, un petit coup. Ah, ça capte plus, ça ouais, capte plus. on passe sous un tunnel. Bon, mais du coup, on va être obligé de. Non, mais Non, mais par merci à toi contre, en tout cas vous d'avoir êtes très répondu. très mignon avec vos 2 t-shirts CBO. Donc, c'est quand vous voulez, vous venez faire un petit peu de moto avec des jolis cuirs qui vous iront parfaitement avec vos petites coiffures aussi qui sont très jolies. J'aime bien. J'aime bien. Bon, ça, C'est beaucoup dans l'air du temps. la, On Voilà. n'avait voilà. pas le physique, mais bon, puisque tu as abordé le sujet, on n'a pas eu beaucoup de questions pour toi, mais il y a pas mal de personnes qui nous parlent, qui disent que c'est l'hiver qu'il va falloir raser. Bon, en fait, tu as pas mal de petits Voilà. commentaires, on te laissera lire tout ça. Ouais. Mais on voit Là, qu'il c'est n'y la a pas eu flemme beaucoup de de se questions raser pour là. toi. Il n'y a pas eu beaucoup de questions pour toi, mais on voit que tu es très très apprécié quand même de ton public. Il y a eu pas mal de commentaires. Il y a même eu une anecdote sur l'époque de la Science 5 CR où tu allais à Castelnau-Magnoac. Ouh, oui, ça c'était là encore l'époque où tu avais le droit de faire des. Enfin, non, t'as jamais eu le droit, mais où certaines personnes se permettaient d'organiser un motocross pirate, comme on dit. Ouais. Et Dans là, la fête du village, 3 banderoles. Voilà, c'était la fête du village. Tu gagnais 2 tickets pour aller tirer la queue de Mickey après le soir. et c'était la belle époque. On a fait des belles courses là. On avait, Exactement, on exactement. avait même fait une endurance en 85 ensemble, tu vois. Ouais, punaise, ouais, il y a beaucoup d'années. Il y a quelques temps. Il y a quelques temps. Ouais, mais bon, belle expérience. Ouais, belle expérience, ouais. Bon, en tout Bon, on cas, va vous laisser merci vous occuper de beaucoup, vos enfants. Sylvain. Déjà qu'ils n'ont pas de chance de vous avoir comme papa, on va pas les retenir, on va pas vous retenir plus longtemps. Ah bon, nous pour ce show, ben, on te remercie Sylvain, on remercie CBO, on remercie aussi notre magnifique, notre petit prodige de la réalisation vidéo qui nous a fait ce magnifique fond, Segaldon. Donc voilà, merci à tout le monde et on se retrouvera lundi prochain avec un nouvel invité. Et encore merci à toi Sylvain et à bientôt tout le monde. Allez, À plus tard à sur plus Miss tard. Réflexion. Salut. Bye. Bonne soirée.